Europe 1, le 22-30. L'écho du jour, Jean-Michel Duez. Bonsoir Jean-Michel Duez. Vous êtes le directeur général d'Europe Assistance qui fête cette année le 50e anniversaire de sa création. Vous avez réalisé en 2011 un chiffre d'affaires de pratiquement 1,5 milliard d'euros. 2012, dont on attend la publication des chiffres, a semble-t-il été une bonne année pour vous, avec une croissance en dehors de l'Europe de l'Ouest, notamment, on va en parler. Le chiffre d'affaires a pratiquement triplé depuis 10 ans, c'est-à-dire depuis que vous avez pris la direction d'Europe Assistance. Comment s'est opéré ce quasi-triplement du chiffre d'affaires ? Tout d'abord, Europe Assistance, c'est une formidable marque et c'est une formidable aventure. Nous fêtons cette année le 50e anniversaire de cette entreprise créée en 1963 en France par un Français, Pierre Desnos, qui a eu l'intuition géniale de développer le service d'assistance, d'abord l'assistance de rapatriement dans le domaine du voyage, puis ensuite de l'assistance automobile. Quand je suis arrivé à la tête du groupe il y a 10 ans, la question, c'était comment relancer une marque formidable, mais qui était à un moment de son histoire, dans une phase de faible croissance et de baisse de ses marges. Nous avons ajouté 2 relais de croissance très importants, qui sont les services dans le domaine de la santé, dans la vie quotidienne, et les services à la famille et à domicile. Et ces 2 activités ont été un succès puisqu'ils représentent dorénavant 25% du chiffre d'affaires mondial du groupe. Deuxièmement, nous avons réduit notre dépendance à l'Europe de l'Ouest, car nous sommes développés en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, en Asie, en Afrique également, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes un peu moins dépendants de la crise européenne qui frappe durement nos grands clients. Enfin, troisièmement, nous avons développé de nouveaux canaux de distribution, en particulier sur Internet, en particulier via la distribution directe au consommateur final. Quand vous parlez effectivement du développement à l'étranger, vous possédez environ 35 filiales à l'étranger. C'est un nombre que vous allez continuer à développer ou c'est bien comme ça maintenant ? Nous avons 33 filiales, dans 33 pays, qui sont des sociétés contrôlées majoritairement ou à 100% par le groupe. Nous nous sommes beaucoup développés depuis 10 ans, donc là on va faire une pause, pas de nouveaux pays envisagés. Par contre, on va consolider notre présence, je l'indiquais à l'instant, notamment en Asie, en Chine ou en Inde, ou en Amérique latine et en Amérique du Sud, je pense en particulier au Brésil. Alors on constate un ralentissement de la croissance effectivement dans tous ces pays, on appelle les BRIC. Est-ce que ça vous inquiète, notamment la Chine, le Brésil effectivement, qui ont une croissance maintenant un peu moins importante qu'il y a quelques années? Est-ce que ça peut vous toucher? Oui, parce que l'environnement a radicalement changé en 2 ans. Songez qu'au Brésil, le taux de croissance a diminué de 6 points en 2 ans, en Inde de 5 points. Cela étant, ces pays connaissent toujours une croissance supérieure à l'Europe de l'Ouest. Ouais. Très supérieure. Ce qu'on vit chez nous, c'est clair. Très supérieure à l'Europe de l'Ouest. Et deuxièmement, dans notre domaine, ce sont des marchés non matures. Ce qui fait que le potentiel de croissance, d'abord sur l'assistance voyage, sur l'assistance automobile, est considérable. Est-ce que vous suivez ce qui se passe en ce moment au Brésil avec les manifestations sociales? Je crois que le Brésil, c'est le 4e contributeur à votre chiffre d'affaires. Absolument. C'est même aussi le premier pays en termes d'effectifs. Nous avons 1500 collaborateurs qui travaillent à São Paulo sur nos plateaux d'assistance. Oui, nous sommes préoccupés. J'avais ce matin encore un échange avec le patron de la région Amérique latine qui était au Brésil la semaine dernière. Et notre vision, c'est que c'est une crise dont l'issue est vraiment incertaine. Il s'agit d'une protestation profonde de la classe moyenne brésilienne, celle qui a accédé à la consommation, qui fait partie, entre guillemets, de notre clientèle. Ce n'est pas dirigé par un mouvement politique ou un mouvement syndical. C'est la raison pour laquelle tout peut se passer. Cela peut se réduire, notamment grâce
au football et à la préparation de la Coupe du Monde, mais en même temps, ça a été aussi un déclencheur. Donc, c'est une économie qui a des fondamentaux tout à fait formidables. Il faut voir si les institutions politiques vont être capables de faire face à cette crise. En tout cas, ça ne remet pas en cause votre stratégie concernant Nullement. ce pays. Non, ouais. La France représente environ 21% du chiffre d'affaires maintenant. Est-ce que c'est une proportion qui peut encore baisser? Quand vous parlez, effectivement, l'Europe de l'Ouest ne va pas très bien, est touchée par la crise. Oui, le poids de la France va sans doute diminuer dans les prochaines années parce que le poids relatif de l'Amérique du Nord, de l'Amérique latine, de l'Asie va augmenter et parce que nos clients en France ne sont pas au mieux de leur forme. Nos grands clients et partenaires sont dans le domaine du tourisme, ce sont les tour opérateurs, ce sont les constructeurs automobiles qui traversent une crise historique sans précédent depuis très 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 longtemps. Ce sont les établissements bancaires. Et donc, nous sommes partenaires avec ces grands clients. Et la croissance, incontestablement, s'est beaucoup réduite depuis 3 ans. D'ailleurs, vous dites que l'économie européenne est engagée dans une crise économique durable. Vous êtes pessimiste? Vous ne voyez pas de sortie à court terme, à moyen terme même? Je ne suis pas pessimiste, mais le diagnostic, c'est que dès lors que les plans de lutte contre les déficits et de réduction de la dette sont simultanés, partout en Europe, il y a un effet récessif qu'on est en train de vivre et qui malheureusement ne va pas s'arrêter du jour au lendemain. Donc je crains que cet effet récessif ne se prolonge avec toutes les implications qu'on voit déjà, sociales, économiques évidemment, et politiques, malheureusement. On l'a vu dans les Balkans ou on l'a vu en Grèce. Tout ceci, je dirais, nécessite un diagnostic rationnel. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de recettes. Les recettes, c'est notamment de ne pas réduire les déficits de façon trop brutale. Je rappelle qu'en France, on est passé de 7,5% il y a 3 ans. Cette année, on sera à 3,7%. Aller trop vite, c'est aussi dangereux. C'est vrai pour les autres pays européens. Vous avez réalisé une enquête que vous faites d'ailleurs chaque année avec l'Ipsos. Et cette année, il apparaît que 62% des Français seulement prévoient de partir en vacances pour cet été. C'est un chiffre qui baisse depuis de nombreuses années. Est-ce que c'est inquiétant pour vous ou ça correspond effectivement, ça corrobore le chiffre d'affaires de la France dans vos résultats? D'abord, oui, c'est une mauvaise nouvelle globalement, puisque ça veut dire que les Français économisent plus et je dirais, vont moins partir en vacances. Cela étant, ce sondage, ce baromètre montre 2 bonnes nouvelles. La première, c'est que malgré cette baisse d'intention de départ, les Français sont les Européens qui vont le plus partir en vacances, de loin. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est que la France va être la première destination cet été devant l'Espagne et devant l'Italie. Donc c'est une bonne nouvelle pour le secteur du tourisme français. Pour nous, précisément, la stratégie de diversification qui a été engagée depuis 10 ans a porté ses fruits notamment en France et la filiale française est celle qui a le plus développé ses activités dans le domaine de la santé et des services à la personne. C'est la raison pour laquelle, même si elle est affectée par cette baisse de rythme sur l'activité voyage, elle a trouvé d'autres débouchés sur ces autres lignes d'activité. Alors ce développement justement vers les secteurs de la santé, maintenant vous réalisez à peu près ce secteur de la santé, c'est 1/4 de votre chiffre d'affaires. Absolument, santé et services à la personne. Ouais. C'est 1/4 du chiffre d'affaires. Ça a été l'activité qui a le plus augmenté depuis 10 ans. Et qui va continuer, selon vous, à se développer. Qui va continuer parce que le secteur de la santé est ce qu'on appelle un bien économique supérieur. Plus on est riche, plus on dépense pour sa santé. C'est vrai au niveau individuel, c'est vrai au niveau des économies ou des nations. Et donc, c'est la raison pour laquelle on analyse qu'il y a une véritable care révolution, c'est-à-dire le fait qu'il y a une demande de plus en plus prononcée en volume, de besoin de services, et en même temps de services de plus en plus personnalisés. Alors, en quoi ce secteur est-il rentable? Parce que vous dites, effectivement, c'est là où se trouve la rentabilité de demain.
Il est rentable parce que c'est un secteur peu mature. Donc, dans le cycle de développement d'un secteur économique, les marges sont plus importantes que lorsque vous avez un secteur très mature avec beaucoup de concurrence, avec des clients qui sont des très gros clients et qui font des pressions sur les prix. Vous militez par ailleurs pour une assurance dépendance obligatoire. Ça fait plusieurs mois que vous avez évoqué ce concept, on va dire. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir été entendu depuis ? Je ne le sais pas, car Les retours que vous avez en tout cas, qu'est-ce que ça donne ? une réforme de la dépendance a été annoncée par le président de la République à la fin de cette année ou au début de l'année prochaine. Clairement, l'État ou le secteur public ne peut pas tout financer dans le domaine de la dépendance compte tenu de l'état des finances publiques. C'est la raison pour laquelle je pense qu'un financement collectif, mais obligatoire, est absolument nécessaire, plutôt que de faire appel systématiquement au budget de l'État. Donc je continue de plaider pour cette solution. Elle est d'autant plus indolore que cette assurance obligatoire se produirait au début de la vie active. Et donc le niveau de contribution individuelle serait très faible. De quel ordre à peu près vous avez songé, forcément Quelques euros par mois. Ouais, pas plus. Non. Mais sur toute une vie après, c'est ça. Et sur toute une vie, oui. Ouais. Et vous pensez qu'un jour, effectivement, un gouvernement mettra ça en place ? En tout cas, je sais que c'est votre souhait. Je le souhaite. Ouais. Merci Martin Vial, donc directeur général d'Europe Assistance, et vous pouvez retrouver cette interview sur le site internet d'Europe 1, europe1.fr. Merci. Merci.